18 juin 2017, l'insoumis Adrien Quatennens est élu député du Nord. Militant anti-CPE et engagé auprès des sans-abri, Adrien Quatennens soutient Jean-Luc Mélenchon dès 2008. Au terme d'une campagne à suspense en compagnie de son compère Ugo Bernalicis, Adrien Quatennens devient député face au candidat d'En Marche pourtant donné favori. Très vite, il s'illustre et se fait connaître des citoyens français dans la lutte contre les ordonnances. Plus que des coups d'éclat, Adrien Quatennens, c'est 239 amendements rédigés, 269 interventions et aujourd'hui la défense des propositions de loi de la France Insoumise dans le cadre de la niche parlementaire. Si le progrès technique et la tertiarisation de l'économie ont fait disparaître bon nombre de tâches pénibles, il en demeure énormément, auxquelles il faut ajouter désormais les pratiques managériales agressives. La France Insoumise a défendu aujourd'hui 5 projets de loi concernant le burn-out, le CETA, la fin de vie, le contrôle au faciès et le droit à l'eau. Alors qu'espère-t-il de ces propositions de loi ? Comment mobiliser les citoyens sur ces questions et comment peser face à une majorité écrasante ? Bonsoir Adrien Quatennens. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau du Média. Donc si on vous invite aujourd'hui, justement, comme on l'a vu, c'était parce que c'était votre journée de niche. Au niveau du groupe Insoumis, on a souvent parlé des coups d'éclat. Aujourd'hui, c'était une occasion de mettre en avant vos propositions. Et pourtant, le problème, malheureusement, on va le voir, c'était que l'Assemblée était vide. Les rangs de l'opposition, de la majorité étaient quasiment vides. Je voulais savoir, vous qui êtes un jeune élu, est-ce que c'est pas tout simplement décourageant et déprimant de parler, de faire vos propositions devant l'hémicycle vide ? Il y a deux choses là dans votre question. D'abord, c'était une occasion de plus pour nous de faire la démonstration que la France Insoumise est une force de proposition. Mais on n'a pas attendu la niche pour en faire la démonstration. Ça fait depuis 7 mois qu'on est à l'œuvre et tous nos amendements ont été des amendements propositionnels. J'ai envie de dire, chaque fois qu'on dépose une brique de ce que fait le gouvernement, on essaye de poser la nôtre derrière. Donc force de proposition, on l'est déjà depuis le début. Maintenant, c'est sûr que, alors pour ce qui est de l'hémicycle et de la manière dont il était effectivement pour le moins clairsemé aujourd'hui, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mascarade, ces niches parlementaires, on va se dire franchement les choses, elles ne collent pas à l'idéal de ce que devrait être le débat parlementaire. Moi, j'estime que le débat parlementaire devrait normalement, s'il était idéal, être un moment d'argumentation entre des forces politiques qui ont une offre différente, mais il faut pouvoir se laisser convaincre. Moi-même, parfois, il m'arrive d'être convaincu ponctuellement par des amendements proposés par La République En Marche, et j'attends pas de savoir quelle étiquette porte la personne qui porte un amendement pour savoir si je suis d'accord avec. Or, on le voit bien, cette majorité réserve le même sort à peu près à son opposition, et en particulier quand c'est la France Insoumise qui parle. Plus que de s'intéresser au contenu, à ce que nous avons à dire, ils s'intéressent d'abord à l'étiquetage et le fait que ça vienne de nos bancs, clairement, il y a tir de barrage. Donc aujourd'hui, c'est sûr que c'est un peu difficile parce que pour nous, ces propositions de loi, ça a été un gros travail, un travail d'audition, y compris de gens, il faut le dire, qui ne sont pas de notre bord politique pour avoir le meilleur niveau d'expertise possible. Et face à ça, on a finalement un rejet systématique. C'est dommage parce qu'on a pu vérifier, y compris à travers des sondages, que les propositions de loi que nous portions aujourd'hui avaient pour la plupart le soutien de l'opinion. On en parlait tout à l'heure, on est d'accord que ces propositions de loi, elles ont peu de chance, aucune chance de voir le jour, elles ont déjà été rejetées. Oui, alors ce qu'il faut expliquer, c'est que à ce stade, elles étaient passées en commission, elles avaient été rejetées en commission. Aujourd'hui, elles arrivaient dans l'hémicycle. Il y a eu pour chacune d'entre elles, et ça se termine à 7h, des discussions générales. Mais ensuite, il y a eu à chaque fois la fameuse motion de rejet qui fait en fait qu'on annihile la possibilité de débattre. Et y compris, on a vu la droite monter au créneau cet après-midi en disant à la majorité, mais clairement, vous empêchez tout débat. La démonstration qui a été faite aujourd'hui, pour moi, elle tient à deux choses. Et finalement, les deux choses vont nous servir, même si, clairement, tout de suite, nos propositions de loi ne sont pas adoptées. D'abord, faire la démonstration de la crédibilité de la force politique que nous sommes. Nous ne sommes pas d'affreux sauvages, nous sommes des gens sérieux. Oui, notre projet est radical, mais il est crédible. C'est la démonstration que nous faisons et ça se voit. Le sérieux que nous incarnons, ça se voit. Et en même temps, il y a eu, finalement, la démonstration qu'a faite la majorité, qui montre que malgré qu'elle soit censée incarner le nouveau monde, eh bien, elle a de vieux réflexes politiciens et il y a tir de barrage dès lors que ça vient de l'opposition. Donc là-dessus, on les a laissés faire. Ils se sont ridiculisés aujourd'hui parce que moi, je suis persuadé qu'y compris sur leur banc, il y a des gens qui auraient pu, peut-être pas dans les mêmes termes, défendre nos propositions de loi. Bon, on va voir justement de quoi il s'agit. Donc un sujet qui vous est cher, sur lequel vous avez pas mal bossé, c'est l'épuisement professionnel, donc qui était un des textes qui a été proposé aujourd'hui.
Benoît Hamon s'est déjà cassé les dents sur ce sujet. Et il y a notamment un débat en fait sur la définition du burn-out. Il y a des chiffres qui sont très variables. Vos détracteurs disent que finalement, vous surfez sur le flou un petit peu pour faire de la politique. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre et comment est-ce que vous avez travaillé cette question de l'évaluation du phénomène ? D'abord, vous avez raison de rappeler que ce n'est pas nous qui avons posé la première pierre sur ce débat-là, puisque d'autres parlementaires l'avaient fait avant nous. C'est notamment le cas de Benoît Hamon. Il y avait eu juste avant lui un rapport parlementaire qui avait été réalisé. Benoît Hamon fait partie d'ailleurs des gens que nous avons rencontrés dans la préparation de cette proposition de loi. Finalement, ce que les experts ont retenu de la proposition, notamment les juristes, c'est qu'elle avait un caractère plus exhaustif que ce qui avait été fait précédemment. Le débat, en gros, c'était entre est-ce qu'on baisse les seuils qui permettent aujourd'hui une reconnaissance devant les conseils régionaux, véritable parcours du combattant, ou est-ce qu'on met dans le tableau des maladies professionnelles les pathologies psychiques, ce qui permet une reconnaissance automatique. Donc c'est plus exhaustif. Et puis ça a aussi, avec la force de loi que ça peut acquérir, ça a aussi cette vertu que ça force les entreprises à se mobiliser dans la prévention. Parce que comme leurs cotisations patronales sont fonction du taux de sinistralité, c'est-à-dire en gros les maladies professionnelles, si l'épuisement professionnel et les pathologies qui en résultent peuvent être reconnues comme maladies professionnelles, de fait, elles risquent de payer davantage. Or, ces gens-là, on le sait bien, ne connaissent que l'argent. Or, aujourd'hui, le gros problème que nous avons, c'est que c'est la collectivité qui paye. Parce que lorsque la responsabilité professionnelle n'est pas reconnue, eh bien c'est la branche maladie. Donc c'est toute la collectivité qui prend en charge, alors que les responsables, on les connaît. Un autre sujet très important, un sujet de société fondamental, c'est l'ouverture d'une possibilité d'euthanasie sous condition. J'ai envie de vous faire rebondir un peu sur le contexte d'actualité. On a vu en ce début de semaine qu'il y a une forte mobilisation dans les EHPAD qui raconte la décrépitude de nos anciens, qui raconte une grande souffrance, souvent qui est liée à un dénuement financier. Est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter si on ouvre aujourd'hui cette possibilité de fin de vie, qu'il y ait des personnes qui sont dans un grand dénuement, qui puissent se dire qu'il vaut mieux peut-être faire ce choix-là de l'euthanasie que de peser sur ses enfants, par exemple ? Moi, je pense qu'il faut prendre le problème par le bon bout. On doit pouvoir choisir le moment de sa fin. C'est le droit ultime et je pense qu'il faut le conquérir. Ce qu'on ne peut pas tolérer, c'est bien qu'il y ait eu des avancées législatives sur le sujet. Il y a eu notamment la loi Leonetti qui permet la sédation profonde, etc. Mais aujourd'hui, on ne peut pas tolérer qu'encore beaucoup de nos concitoyens soient contraints de partir à l'étranger, s'exiler, pour mourir dignement. Peut-être vous vous souvenez de ce témoignage de Anne Berg qui avait écrit aux candidats à l'élection présidentielle pour les alerter et qui est parti, je crois, en Belgique ou aux Pays-Bas pour mourir dans la dignité. Donc clairement, il faut avancer. Il y a eu déjà des étapes de franchies. Souvent, d'ailleurs, le travail législatif, c'est étape après étape. On n'arrive pas toujours à son objectif. Mais clairement, je pense que la société française est mûre pour avancer sur ce sujet. Donc nous, on l'a posé, mais de toute façon, le sujet reviendra très vite sur la table, notamment dans le cadre des discussions sur les lois de bioéthique qui doivent être revues. Mais c'est un grand sujet et il faut qu'on puisse s'en emparer toutes et tous. Alors, il y avait aussi le récépissé lors des contrôles d'identité qui a pour vocation à faire baisser le nombre de contrôles au faciès. Je voulais comprendre pourquoi la France insoumise veut cette solution du récépissé. Il y a aussi une autre solution qui est testée, qui est la caméra embarquée sur les policiers. J'ai vu qu'en Bretagne et à Marseille, il y a des essais. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes plutôt sur ce récépissé ? Parce que là où ça a été fait, les retours sont plus positifs que la caméra embarquée. Je pense notamment, il y a une ville espagnole, le nom de la ville m'échappe, mais il y a une ville espagnole qui l'a testé et on voit que le nombre de contrôles baisse significativement, mais que leur taux de succès en est augmenté. La philosophie de cette proposition de loi, clairement, là pour le coup, elle aurait pu avoir un soutien assez large, puisque Emmanuel Macron lui-même, je crois que c'était au mois de mars dernier, avait dit oui, dans notre pays, il y a trop de contrôles d'identité avec de la vraie discrimination. Ce sont ces termes à lui. Et le défenseur des droits nous a alerté également en début d'année sur le fait qu'aujourd'hui en France, quand vous avez entre 18 et 25 ans, si vous êtes perçu comme arabe ou noir, vous avez, tenez-vous bien, 20 fois plus de chances de subir un contrôle. Ça participe aussi d'un caractère de défiance entre les gardiens de la paix et la population. Et nous voulons pacifier ces relations. Et la remise du récépissé, a priori, là où ça a été testé, peut fonctionner et peut aller dans ce sens. Donc la proposition de loi, par ailleurs, ne proposait pas de le généraliser. Elle propose une expérimentation sur les villes qui seraient volontaires pendant une durée d'1 an afin d'en mesurer les effets. Oui, rappelons aussi que je crois que François Hollande avait fait cette suggestion à la fin de son quinquennat. Il y a beaucoup de suggestions qui ont été faites par François Hollande. Il y avait un autre thème important, l'accès à l'eau. Donc, si j'ai bien compris, l'idée, c'est de rendre gratuite
une certaine quantité d'eau qui correspond aux besoins premiers. Est-ce que c'est pas mettre un petit peu la charrue avant les bœufs? Est-ce qu'il ne faudrait pas reconstruire un service public de l'eau avant de pouvoir imaginer une telle mesure? Mais on peut très bien faire les deux en même temps. Mais il y avait deux choses dans la proposition de loi, et ça va même encore plus loin, il y avait le fait de rendre constitutionnel le droit à l'eau. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des lois qui régissent le droit à l'eau. L'eau est un bien vital. Elle ne peut pas être considérée comme une marchandise comme les autres. Et vous avez la loi Brottes, notamment, qui normalement interdit aux entreprises de réaliser des coupures. Parce que l'eau, oui, c'est un bien vital. Or, on le voit bien, beaucoup d'entreprises privées qui font la gestion de l'eau préfèrent subir les frais de justice que de respecter la loi. Ce n'est pas tolérable, parce qu'on sait qu'on ne peut pas se passer d'eau. Donc nous voulons rendre constitutionnel ce droit à l'eau pour véritablement l'interdire. Ensuite, sur la gratuité, il y a une vraie interrogation à avoir, sur la tarification y compris, parce que oui, nous pensons que l'eau qui sert à boire ou à se laver, donc l'eau qui est vraiment au sens vital, ne doit pas coûter le même prix, voire même, du coup, les premiers mètres cubes doivent être gratuites, parce qu'on pourrait imaginer que l'eau qui sert à remplir une piscine ou à laver une voiture, on a le droit, si on peut, remplir une piscine ou laver une voiture, mais elle pourrait coûter plus cher pour financer la gratuité. Et surtout, ce que nous disons, c'est qu'il n'est pas tolérable que les entreprises fassent du profit sur un bien commun qu'elles récupèrent, qu'elles privatisent et qu'elles revendent ensuite, alors que l'eau nous appartient à toutes et tous. Alors enfin, dernier point, important lui aussi, c'est concernant la consultation des citoyens au sujet du CETA. Alors j'ai été surpris de voir que l'UDI, Philippe Vigier, a voté pour et qu'il vous soutient. Et vous voyez ? Et il estime en fait lui aussi qu'il est nécessaire de consulter les citoyens. Alors souvent on dit les référendums sur des aspects comme ça, c'est de la démagogie parce que c'est trop compliqué et que les gens vont voter pour autre chose finalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que c'est important qu'il y ait la production de décisions politiques au niveau citoyen sur ce sujet? D'abord, ça n'a rien de compliqué et ceux qui soutiennent cette thèse ont peur du peuple finalement et de l'interroger. Les gens sont intelligents, ils ne demandent pas à être simplement consultés, ils veulent pouvoir décider. Sur le cas du CETA, donc on parle du fameux traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe, traité dont on sait qu'il est climaticide. Les experts indépendants qui ont travaillé sur le sujet nous ont même expliqué que les conclusions de la COP21 ne seraient pas respectées si on applique ce traité. Or, qu'est-ce qui se passe actuellement? Sans que personne en ait discuté, sauf dans l'opacité la plus complète, c'est-à-dire il n'y a pas eu de débat démocratique, le traité, à cette heure, est appliqué à 90%. Les 10% qui restent correspondent aux fameux tribunaux d'arbitrage qui permettent, grosso modo, aux multinationales de s'exonérer de devoir en référer à la loi. Et donc, clairement, nous voulons un débat démocratique sur le sujet parce qu'on ne peut pas tolérer que de tels traités s'appliquent dans l'opacité la plus complète. Donc, nous voulons un référendum sur le sujet, et d'autant plus qu'on peut s'en inquiéter. Pierre Moscovici a récemment été auditionné par la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, et il a dit que, de toute façon, même s'il y avait référendum, dans tous les cas, les 90% qui s'appliquent déjà continueraient à s'appliquer. C'est une démonstration de démocratie, je trouve. Alors, vous avez fait, on le voit, un gros boulot pour ces 5 propositions de loi. Malheureusement, on l'a dit tout à l'heure, elles sont déjà mises à la trappe. Est-ce que ça ne pose pas une question pour la France insoumise de votre action pendant les 4 années à venir? Est-ce qu'on risque de vous trouver un peu enfermé dans ce rôle d'opposition parlementaire? Vous aviez une stratégie d'agitation un petit peu dans la rue et dans les institutions. On a l'impression, du côté de la rue, à la fin de l'année dernière, il y a eu quelques ratés. Il y a eu le raté des casserolades qui n'ont pas vraiment pris. Il y a eu le mouvement dans les universités qui n'a pas vraiment pris. Et là, tout d'un coup, il y a une étincelle, on a l'impression, sociale. On voit que ça commence à frémir, on l'a vu au début avec des lycéens. Alors, est-ce que vous êtes débordé par votre gauche? Est-ce que cette étincelle dont Jean-Luc Mélenchon a souvent parlé vous échappe un petit peu? Non, on dresse un constat lucide sur la situation. D'abord, oui, sur la question des ordonnances, la séquence a été terrible parce que nous avions mis toute notre énergie dans la bataille, derrière les syndicats. Puis, après le rassemblement du 23, nous avions appelé à la convergence la plus large possible, pour 1000 raisons que je ne vais pas réévoquer ce soir, mais quand même, ça ne s'est pas fait. Donc ça donne quand même des leçons sur la manière de mener la bataille. Donc nous, puisque nous sommes des gens sérieux, quand Jean-Luc Mélenchon dit par exemple « oui, pour l'instant, Macron a le point », c'est pas pour lui accorder la victoire, c'est pour réfléchir à comment on récupère le prochain et comment on reprend, nous, la main. Et donc, nous, ce que nous voulons faire, notre stratégie, que ce soit dans l'hémicycle ou à l'extérieur, c'est de convaincre, coûte que coûte. Et donc, on continue, y compris par le débat parlementaire et la manière dont on s'y emploie,
à essayer de faire en sorte que nos débats sortent de l'hémicycle. C'est clair, je vous l'accorde, si les débats restent à l'intérieur, honnêtement, leur intérêt, au vu de comment se comporte la majorité, est assez limité. Mais par contre, là, ce qui se passe, c'est que l'Assemblée sert de caisse de résonance, et on le voit, y compris aujourd'hui, les 5 thèmes que vous venez de résumer, eh bien, ça a infusé dans l'opinion publique, ça participe du débat, et surtout, ça montre que oui, nous sommes crédibles et que nous sommes prêts demain, si le peuple français le veut bien, à être le recours à cette impasse idéologique, puisque Macron est dans la profonde continuité de ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Donc, pour les 4 ans qui viennent, la stratégie, ça va être quoi concrètement? Comment on va faire casser un peu cette limite d'Assemblée? Mais clairement, l'Assemblée, c'est une partie de notre dispositif. Là, aujourd'hui, vous avez derrière nous, le groupe parlementaire n'est pas omniscient. Il y a derrière nous un mouvement qui continue de s'élargir. Moi, je le vois à Lille, il y a une ambiance comme si la campagne n'était pas terminée, comme si les gens voulaient continuer, parce que pour nous, toutes les étapes intermédiaires, et y compris les étapes du calendrier électoral, sont autant d'étapes intermédiaires. Je vais vous dire franchement, même pour moi, le fait d'avoir été élu, même si ça revêt quelque chose d'enthousiasmant, c'est pas une fin en soi. C'est autant d'étapes intermédiaires jusqu'à ce qui reste notre objectif ultime, c'est de faire en sorte que ce programme, sur lequel 7 millions de voix se sont portées, puisse aller chercher les 8-9 millions de voix qu'il faudra pour pouvoir se qualifier au second tour et ensuite venir aux manettes dans ce pays, c'est nécessaire. Merci beaucoup, Adrien Quatennens. Merci à vous. Merci Adrien Quatennens d'avoir été notre invité. On passe à la suite de l'actualité.